Opération Epic Paria ou Opération Epic Stupide. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Mais les États-Unis disent qu'on va attaquer l'Iran façon débarquement du jour J et que ça va enfin les ramener à la table des négociations, alors qu'en réalité, ils y étaient déjà. Je ne sais même pas avec certitude si nous savons ce que nous essayons d'accomplir. Et je suis quasiment certain que nous n'allons rien accomplir qui ait le moindre sens de toute façon. Mais il y a de vraies conséquences à tout ça. Rien que tenter cette opération met les intérêts américains en danger de façon considérable et pourrait même étendre les répercussions à plusieurs niveaux au-delà de ça. On va aborder tout cela aujourd'hui. Et pour ça, il n'y a personne de mieux que John Mearsheimer, théoricien des relations internationales, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago et grand ami de notre émission. John, comme toujours, bienvenue de nouveau dans l'émission. Comme toujours, je suis ravi d'être ici, Danny. Écoutez, je voudrais revenir sur ce que Bez dit ici. Je suis sûr que beaucoup de gens ont déjà vu ce commentaire. À brûle-pourpoint, est-ce qu'il y aurait une marge de manœuvre pour de nouvelles sanctions, ou un nouveau type de sanctions, ou plusieurs niveaux de sanctions, qui changerait la ligne d'action, ou est-ce que cela changerait la mentalité et le processus de décision du régime à Téhéran? Eh bien, quelques points. Il faut se rappeler que lorsque le président Trump, durant son premier mandat, s'est retiré du JCPOA, il a dit qu'il allait exercer une pression maximale sur les Iraniens. Et durant ce second mandat, il a souvent dit qu'il exerçait une pression maximale sur les Iraniens. Donc s'il exerçait déjà une pression maximale sur les Iraniens, on voit mal ce qu'il peut y ajouter pour aggraver encore la situation. C'est le premier point à garder à l'esprit. Le deuxième point, c'est que tout cela montre que le rapport de force en matière de coercition militaire a basculé de façon si décisive en faveur des Iraniens que nous avons en gros abandonné l'idée de recourir une nouvelle fois à la force militaire pour essayer d'imposer notre volonté aux Iraniens. Ce que nous faisons, c'est essayer de traiter avec eux par, premièrement, un blocus. Mais bien sûr, le blocus n'a pas si bien fonctionné que ça. Alors maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de couper l'Iran du reste du monde sur le plan des échanges économiques. Nous en sommes donc là. Aujourd'hui, la pression maximale ne signifie pas simplement un blocus, mais un blocus assorti d'une coupure de l'Iran vis-à-vis de tous ses partenaires commerciaux. Cela inclut bien sûr des pays comme la Chine, la Russie, les Turcs, les Émirats arabes unis, les Pakistanais, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, même l'Union européenne. Tous ces échanges économiques doivent donc être interrompus pour que cela fonctionne. C'est essentiellement cela, le plan de bataille. Mon dernier point est le suivant. Ça ne marchera pas. Je ne connais pas un seul cas dans l'histoire récente où un blocus économique du type de celui que nous proposons ait réellement conduit un pays à capituler. Et le deuxième point à garder à l'esprit, et ce n'est pas un détail, c'est que lorsqu'on exerce une pression énorme sur un pays par un blocus économique et qu'on commence à le mettre à genoux, en général, il réagit violemment. Il comprend que sa survie est en jeu et il attaque. Et je voudrais souligner que c'est exactement ce qui s'est passé en 1941. C'est ce qui a conduit les Japonais à nous attaquer à Pearl Harbor. La plupart des gens ne le savent pas. Ils pensent que les Japonais nous ont attaqués sans prévenir, que les Japonais avaient décidé qu'ils pouvaient facilement battre les États-Unis et devenir une puissance mondiale, et ainsi de suite. C'est tout simplement faux. Nous avons imposé aux Japonais un sévère embargo sur le pétrole. Je crois que c'était le 25 juillet 1941, si ma mémoire est bonne. C'était fin juillet 1941. Nous avons imposé un embargo pétrolier au Japon et gelé ses avoirs.
Et nous avions auparavant imposé un embargo sur ces importations de fer et d'acier en 1940. Les Japonais étaient donc dans une situation désespérée. Ils pensaient que nous menacions leur survie par un blocus économique. Et ce qu'ils ont fait, c'est nous attaquer à Pearl Harbor. Cela montre bien que même lorsqu'un blocus économique commence réellement à faire effet, l'autre camp conserve une capacité de riposte. Et pour en venir à l'Iran, je ne pense pas que vous allez mettre les Iraniens à genoux. Je ne pense pas que vous allez menacer leur survie. Nous pouvons expliquer pourquoi. Mais si vous menacez leur survie, ils ne vont pas rester là à simplement disparaître, se rendre ou quoi que ce soit d'autre. Ils vont riposter. Et comme nous le savons très bien, après d'innombrables discussions dans cette émission, ils ont la capacité de riposter. Et selon toutes les sources, ces capacités ont continué de se développer après la dernière de ces frappes réciproques qui ont duré 13 jours. Elles continuent de se renforcer. Donc, selon toutes les sources, ils sont aujourd'hui plus forts et disposent de davantage de capacités qu'à la fin de cette période de 13 jours. Je veux y regarder de plus près. Il y a autre chose que Bessent a dite sur laquelle je vais revenir dans un instant et que j'ai trouvé vraiment intéressante. C'est curieux et étrange. D'abord, il ne s'agit pas simplement d'une annonce qui serait désormais entrée en vigueur. Certaines mesures sont entrées en vigueur, d'autres ne le sont pas encore, ce qui est intéressant. Les mesures qui sont entrées en vigueur élargissent les sanctions secondaires en ciblant 5 secteurs: les actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime. Et puis, on voit certaines des autres désignations d'entités et d'individus. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais je voudrais d'abord m'en tenir à la section du haut, là sur ces 5 domaines ciblés. Quel genre de... Enfin, même si ça doit fonctionner, et vous venez de faire valoir de manière convaincante que si ça fonctionnait, nous aurions davantage de problèmes parce qu'ils riposteraient et feraient quelque chose. Regardons d'abord l'efficacité potentielle de tout cela. Si vous ciblez leurs actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime, comme c'est le cas depuis le 28 février, est-ce que cela à lui seul? Ou plutôt, posons mieux la question, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça pourrait fonctionner? On parle de quelques semaines, de quelques mois, d'un an, de 2 ans? Qu'en pensez-vous? Non, il ne fait quasiment aucun doute que, pour que ça marche, il faudra de nombreux mois, voire des années. Et encore une fois, pour que ça marche, il faut que les Chinois, les Pakistanais, les Turcs, les Émirats arabes unis et tous ces autres pays acceptent de vous suivre et jouent le jeu avec vous. Or, les Chinois ont déjà clairement dit qu'ils ne joueraient pas le jeu. Je crois que les Russes ont clairement dit qu'ils ne joueraient pas le jeu non plus. J'ai du mal à croire que les Turcs et les Pakistanais accepteront de suivre cette voie. Il faut se rappeler, Danny, que presque tous les pays du monde ont un intérêt en jeu. Ou plutôt, disons-le autrement, presque tous les pays du monde soutiennent les Iraniens et sont contre nous. Et de plus, il y a un bon nombre d'acteurs importants dans cette situation. Et là, je parle principalement des Chinois et des Russes, mais aussi des Pakistanais et des Turcs, qui ont tout intérêt à nous voir ne pas gagner en Iran. Si vous êtes la Chine ou la Russie, 2 grandes puissances rivales des États-Unis, vous ne voulez pas voir les États-Unis vaincre l'Iran. Vous voulez voir les Iraniens gagner. Les Chinois ont donc de très puissantes motivations. Les Russes ont de très puissantes motivations pour aider les Iraniens. Et pour en venir un instant aux Turcs, ils comprennent parfaitement que les Israéliens les ont dans leur ligne de mire. Les Israéliens ont clairement fait savoir qu'ils considèrent la Turquie comme une cible prioritaire une fois que les États-Unis et Israël en auront fini avec l'Iran. Eh bien, si c'est le cas, les Turcs vont assurément vouloir voir l'Iran vaincre les États-Unis et Israël. Et puis il y a les Émirats arabes unis qui sont assurément
l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Iran. Les données le montrent très clairement. Les Iraniens ont clairement fait savoir que si les Émirats arabes unis s'engagent sérieusement dans cette opération, ce blocus, l'Iran détruira les Émirats arabes unis. Et comme nous le savons, l'Iran a la capacité militaire, avec tous ses missiles balistiques, missiles de croisière et drones, de détruire les Émirats arabes unis. Alors il faut se demander, pensez-vous qu'il soit probable que les Émirats arabes unis vont répondre aux attentes des Américains et participer pleinement à ce blocus? Je ne le pense pas. Il m'est donc difficile de voir comment ça pourrait fonctionner. Et je pense que votre question nous ramène alors au scénario irréaliste dans lequel tout le monde joue le jeu. Et la question devient, combien de temps les Iraniens tiendraient-ils? Là, comme je l'ai dit au début de mes remarques, je pense qu'il faudrait des mois, voire des années, pour amener les Iraniens à se rendre. Et c'est même au point qu'ils devraient envisager cette possibilité. Et le scénario le plus probable, ce serait qu'ils fassent autre chose en plus de ça. Ou plutôt, à la place de ça. Mais je veux revenir à ce qui a été dit. Certaines parties de tout ça ne sont pas encore entrées en vigueur. Donc, certaines le sont, d'autres non. Lors de la conférence de presse, après que le secrétaire Bessan a fait ses commentaires ou sa déclaration liminaire, on lui a demandé pourquoi. S'il dit que c'est comparable au débarquement, vous annoncez que vous allez faire tout ça, mais pas tout de suite. Dans sa réponse, je veux que vous remarquiez un point en particulier. D'abord, il va dire « Pourquoi voudrais-je faire exploser l'économie mondiale ?» ce qui semblerait exclure le reste de sa déclaration. Mais à la fin, il ajoute une menace très curieuse. Vous avez décrit cela comme un D-Day économique. Mais le D-Day n'était pas une menace d'invasion, et les États-Unis n'ont pas donné de calendrier à l'Allemagne. Alors, pourquoi ne pas imposer les sanctions dès aujourd'hui? Nous donnons à chacun la possibilité de corriger un mauvais comportement. Pourquoi voudrais-je faire exploser le système financier mondial? Nous pensons qu'il est important de remettre les choses à plat et d'accorder aux gens un délai pour se mettre en conformité. Mais ils doivent savoir que cela ira très vite et que nous sommes sérieux. Les sanctions secondaires sont un outil très puissant. Et ici, au Trésor, je suis Jean Lang, sous-secrétaire par intérim chargé du financement du terrorisme, au sein du département du financement du terrorisme et de l'OFAC. Si nous sommes en mesure d'utiliser des sanctions secondaires, c'est parce que nous ne les utilisons pas à la légère. Nous pensons donc qu'un avertissement et une clarification des attentes sont appropriés. Et si les gens ne veulent pas répondre à nos attentes, alors nous nous attendons, et ils doivent s'attendre, à ce qu'ils quittent le système du dollar. D'accord. D'abord, si vous vous dites « Pourquoi est-ce que je voudrais faire exploser l'économie mondiale ?» Qu'est-ce que ça change de le faire maintenant ou plus tard? Si c'est ça le résultat, pourquoi voudriez-vous faire ça? Mais deuxièmement, et c'est là que je veux la plupart de vos commentaires, pourquoi est-ce que je menace de faire sortir des gens du système du dollar alors que ce n'est pas bon pour notre camp? Je n'ai pas de réponse à ça, Danny. Je ne comprends tout simplement pas à quoi pensent ces gens. Pour moi, ça n'a tout simplement aucun sens. Prenons le cas de la Chine. On a essayé avec eux la stratégie des sanctions secondaires en 2025, et ça s'est retourné contre nous. Ils ont là-bas un levier économique considérable contre nous. L'idée qu'on puisse les menacer sur le plan économique, qui vont simplement l'accepter et qui finiront par comprendre qu'ils doivent coopérer avec nous, c'est pas un argument sérieux. Et ils ont déjà clairement dit qu'ils ne coopéreraient pas avec nous. Donc je ne comprends pas de quoi Bessan parle. Et puis quand il dit qu'il n'impose pas toutes ces sanctions tout de suite, parce qu'il veut pas faire exploser l'économie internationale, on se gratte un peu la tête et on se dit « Waouh ».
Est-ce que ça veut dire que, une fois qu'elles seront imposées, l'économie internationale va exploser? Et cela rejoint votre remarque. Quelle différence entre le faire aujourd'hui ou demain? Et là encore, quand ces gens parlent, on se gratte la tête et on se demande, vous n'avez pas réfléchi jusqu'au bout? Vous n'avez pas de stratégie cohérente? Et la réponse, bien sûr, c'est non. Parce que, comme nous avons fini par le comprendre en regardant l'administration Trump à l'œuvre depuis janvier dernier, janvier 2025, c'est une bande incapable de tirer droit. Et vous savez, si vous lisez les journaux ou les différents sites où divers experts discutent des chances de succès de cette nouvelle campagne d'étranglement économique, presque tout le monde pense qu'elle va échouer. Ce n'est pas comme s'il y avait, vous savez, une poignée de gens vraiment intelligents qui comprennent comment fonctionnent les marchés et l'économie internationale plus généralement, et qui disent que ça a de très bonnes chances de marcher. Tout le monde semble penser que ça va échouer. Ce qui nous ramène encore à la question, à quoi pense l'administration? Et le fait est, Danny, que ce qui se passe ici, c'est qu'ils sont désespérés. Ils ont essayé toutes les ficelles possibles. Ils ont commencé par une grande campagne aérienne, ils sont passés au blocus, ensuite ils ont signé le protocole d'accord, puis ils sont passés aux représailles réciproques, ensuite ils sont revenus au blocus. Et rien de tout ça n'a marché. Les Iraniens tenaient toujours bon. Et encore une fois, le rapport de force en matière de coercition militaire, nous ne pouvons pas le sous-estimer, favorise désormais les Iraniens. Et pas les Américains. Quand cette guerre a commencé, les Américains étaient en position de force pour employer la force militaire. Nous pensions avoir un marteau très puissant que nous pouvions utiliser contre eux pour obtenir gain de cause. Mais avec le temps, il est devenu clair qu'il ne nous reste plus de cartes militaires à jouer. Réfléchissez-y. Il ne nous reste plus de cartes militaires à jouer. Ce sont les Iraniens qui ont la carte militaire. Si cette guerre s'intensifie, ou disons-le autrement, si nous revenons à une guerre avec des tirs, parce qu'il n'y a pas de guerre avec des tirs actuellement entre les Iraniens et les Américains, je pense que, selon toute vraisemblance, ce seront les Iraniens qui déclencheront cette guerre. Si vous écoutez les Iraniens parler, ils s'expriment dans des termes très offensifs. En gros, ils disent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ce sont les Iraniens. Ce n'est pas comme ça qu'ils parlaient au début de la guerre. Ce n'est pas comme ça qu'ils parlaient pendant les premiers mois de la guerre. Et encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est que l'équilibre de la coercition militaire a basculé de façon spectaculaire, presque décisive, en leur faveur. C'est une situation vraiment remarquable. Et nous voilà donc à essayer de trouver un moyen de les mettre à genoux par une pression économique maximale. Mais si l'on remonte à 2015, c'est à ce moment-là que le JCPOA a été signé, puis qu'on avance jusqu'en 2018, lorsque Trump s'en est retiré. Trump a alors déclaré « Je vais exercer une pression maximale sur les Iraniens ». Et il a fait des efforts considérables, tout comme Joe Biden et comme Trump lors de son second mandat, pour exercer une pression maximale sur les Iraniens. Mais ça n'a pas marché. Et quand on regarde les précédents historiques et qu'on réfléchit à la manière dont ces choses fonctionnent, rien ne permet de penser que cette stratégie amènera les Iraniens à renoncer. Un dernier point, Danny, avant de vous donner la parole. Il faut se rappeler que, du point de vue de l'Iran, il s'agit d'une menace existentielle. Les États-Unis et Israël sont des États génocidaires. Le président Trump a employé toutes sortes de propos génocidaires en parlant des Iraniens et de ce qu'il prévoit de leur faire. Et puis les États-Unis ont, avec Israël bien sûr, participé à un génocide à Gaza. Si vous êtes Iranien, l'idée de parvenir à une sorte d'accord de compromis avec les États-Unis ou de reconnaître votre défaite face aux États-Unis
de vous rendre est quasiment exclu. Vous devez vous battre jusqu'à la mort. Encore une fois, vous faites face à une menace existentielle. Vous avez en face de vous les États-Unis d'Amérique et Israël. Et je pense que, puisque les Iraniens estiment faire face à une menace existentielle, il est extrêmement peu probable qu'ils lèvent les bras et se rendent simplement parce que nous avons accru la pression économique sur eux. Oui, ce serait presque irrationnel de leur part et illogique, suicidaire. Enfin, suicidaire, c'est le mot juste. Et ils ne semblent pas suicidaires. En tout cas, ils ne l'ont certainement pas été au cours des 47 dernières années. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la dernière partie. Et plutôt que de regarder uniquement l'aspect iranien de cette affaire, j'ai du mal à comprendre la logique qui pousse Besant à dire ouvertement que vous menacez de faire sortir des gens du système du dollar, alors que nous essayons d'y faire entrer davantage de monde. Comment voyez-vous cela? Je pense que c'est complètement fou. Ça n'a absolument aucun sens. Ma réaction, quand j'ai entendu ça pour la première fois, c'est qu'il a dû mal s'exprimer. Enfin, vous et moi savons tous les deux, pour avoir participé à des émissions comme celle-ci et parlé à des publics, qu'on dit parfois involontairement quelque chose dont on se dit ensuite « Oh, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça ». J'ai pensé, enfin j'en suis pas sûr, mais j'ai pensé que quand il a dit ça, il s'était simplement mal exprimé, parce que ça n'a absolument aucun sens. Ce serait désastreux pour les États-Unis si des pays commençaient à abandonner le système du dollar. Ce n'est tout simplement pas du tout dans notre intérêt. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Donc je ne peux pas vous donner d'explication rationnelle sur la raison pour laquelle il a dit ça. Et vous savez la manière dont il l'a dit à la fin de cet extrait. Enfin, ça ne ressemblait pas à un lapsus. On aurait dit qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. Qu'il croyait, d'une manière ou d'une autre, que ça contraindrait les gens à faire ce qu'ils voulaient, à rester dans le système du dollar. Mais on attendra de voir comment tout ça va se dérouler. Vous avez mentionné il y a 1 minute que la plupart des experts qu'on voit dans les médias grand public, enfin bref, disent tous que ça ne va pas marcher. Sauf sur un média grand public, Fox News, où presque tous ceux qu'on fait défiler affirment que ce sera un excellent accord et que ça va forcément marcher. L'un d'eux, c'est Mike Pompeo. Je pense qu'il était également important qu'il expose les raisons morales pour lesquelles les États-Unis s'engagent dans cette démarche. Entre le jour J et la victoire, il s'est écoulé un certain temps. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Nous devrons donc être patients. Lorsqu'ils imposeront ces sanctions, après les délais de grâce accordés pour permettre aux gens de s'adapter, il faudra encore du temps avant qu'ils n'en ressentent la pression. Il a évoqué à la fois l'aviation et l'énergie. Le secteur de l'aviation rapporte beaucoup d'argent aux gardiens de la révolution islamique et à leurs membres. Si tous les vols à destination et au départ de l'Iran sont interrompus, ce serait une mesure importante. Quelques journalistes ont posé des questions sur les banques chinoises. Nous avons toujours été très prudents à propos des sanctions secondaires contre les banques chinoises. Pour réellement mettre en œuvre un véritable jour J, il faudra imposer des sanctions secondaires contre les banques chinoises. Vous connaissez très bien la Chine. Je vais revenir sur 2 ou 3 points qu'il vient d'évoquer, mais commençons par celui-là. Selon vous, quelles sont ses chances de réussir à faire céder les banques chinoises à notre pression? Il parviendra peut-être à faire céder certaines banques sous notre pression. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais les Chinois, de manière générale, ont clairement indiqué qu'ils n'allaient pas jouer le jeu. Je ne connais pas les détails précis de ce que nous allons faire, ni de ce que les Chinois feront exactement en réponse. À ce stade, c'est tout simplement difficile à dire.
et je n'ai pas étudié la question d'aussi près. Mais les Chinois ont clairement indiqué qu'ils ne laisseraient pas cela fonctionner. Et comme je vous l'ai déjà dit, ils ont de puissants atouts économiques à jouer. Ils ont aussi un intérêt stratégique majeur à s'assurer que nous perdions la guerre contre l'Iran. Mais je ne sais pas exactement ce que les banques peuvent faire, telle ou telle chose, ce que nous ferons à l'égard de ces banques, ni comment les Chinois réagiront. Ce n'est tout simplement pas un domaine que je connais très bien. Et ils ont bien publié cela. C'était dans le Global Times plus tôt dans la journée. En réaction directe à cette affaire, ils ont déclaré « Jour J économique, les États-Unis ont choisi le mauvais scénario pour sanctionner l'Iran ». Et dans cet article, ils ont précisément mentionné qu'en mai dernier, ils avaient adopté une loi interdisant à certaines de leurs banques de faire ce que nous voulions. Puis ils ont écrit dans cet article « Washington ouvre plusieurs fronts à la fois, menant une guerre économique contre l'Iran, tout en livrant simultanément une bataille de sanctions contre la Chine, l'Inde, la Turquie et même ses alliés européens. » Bessin a même menacé d'exclure du système du dollar les pays qui refuseraient de coopérer. Ils ont vu cette même déclaration. C'est une instrumentalisation flagrante du dollar qui transforme le système financier mondial en outil de sanctions unilatérales. La Chine dispose d'un ensemble complet d'outils juridiques et politiques, et elle prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes. Ça ne donne pas l'impression qu'ils hésitent entre se soumettre à ce que Bessin veut faire ou tenter autre chose. J'ai plutôt l'impression, comme vous l'avez suggéré, qu'ils disent « Ouais, on ne fera pas ça ». Je pense qu'ils l'ont clairement fait comprendre. Encore une fois, je ne connais pas les détails. C'est quelque chose qui, vous savez, dépasse mes compétences. Mais il ne fait aucun doute que les Chinois ne vont pas laisser cela se produire. Et je pense que les Chinois ne sont pas les seuls. Je ne pense pas que les Turcs vont coopérer, les Russes ne vont pas coopérer, et je pense même que les Émirats arabes unis ne coopéreront pas non plus. Mais vous savez, on verra. Oui, on verra. Au fait, je ne savais pas qu'il y avait quoi que ce soit qui dépassait vos attributions, soit dit en passant. Si seulement. Pompeo a dit, écoutez, il faut être patient. Ça va prendre du temps. D'accord, justement, sur ce point. Est-ce qu'on a le temps? Et laissez-moi vous montrer ceci. Le président Trump s'entretenait avec Glenn Beck plus tôt dans la journée. Il a donné une certaine lecture de la manière dont il perçoit la question du temps. L'Iran, qui je pense va se terminer assez bientôt. On peut vraiment dire que le détroit est ouvert. Nous faisons passer beaucoup de navires par le détroit maintenant. Nous les y faisons entrer. Les mines ont disparu. Nous nous sommes débarrassés des mines. Mais le détroit fonctionne. C'est un détroit qui fonctionne. Oui, de temps en temps, il y a un drone, une roquette ou autre chose qui est tirée. Mais c'est un détroit qui fonctionne très bien. Beaucoup de pétrole en sort. 10 millions de barils hier. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ouvert? Parce que quand on regarde les déclarations qui ne viennent pas de la Maison-Blanche, celles-ci émanent du Centre conjoint d'information maritime dirigé par les États-Unis. Il affirme que le trafic dans le détroit d'Ormuz reste fortement réduit. Il a recensé 36 passages facilités par les États-Unis les 23 et 24 août sur une période cumulée de 48 heures, contre une référence de 2025 d'environ 138 navires par jour. Mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb. L'organisation y a compté 76 passages sur ces mêmes 2 jours, soit une moyenne de 38 par jour, contre une référence de 2023 de 61 passages. Donc là aussi, on est à peu près à la moitié. Et dans le détroit d'Ormuz, c'est encore beaucoup plus réduit. Le pétrole ne sort donc pas.
Et quand on regarde certains détails sur les volumes réellement libérés, c'était bien moins que cela, entre 1,5 million et 3 millions de barils, pas 10 millions de barils par jour. Ensuite, on voit les conséquences pour les États-Unis. Nos réserves stratégiques de pétrole continuent de diminuer. Elles sont désormais à leur niveau le plus bas depuis 1982. Et on voit bien qu'il ne faudrait pas qu'elles baissent beaucoup plus pour atteindre leur niveau le plus bas de toute l'histoire. Et nous ne savons pas jusqu'où cela peut aller avant de commencer à endommager les installations qui stockent ce pétrole, les cavernes et tout le reste. On semble jouer une sorte de processus, et il me semble que nous n'avons pas vraiment le temps de laisser cette affaire se dérouler progressivement. Pourtant, c'est ce que nous essayons de faire. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, parlons simplement de ce qui sort du détroit d'Ormuz. On peut en parler en termes de quantité de pétrole, vous savez, de millions de barils par jour, ou en termes de nombre de navires qui le traversent. Ce sont deux indicateurs différents. Bien sûr, ils sont corrélés. Mais parlons simplement des navires. Avant le 28 février, en moyenne, il y avait probablement environ 130 navires par jour qui traversaient le détroit. Et selon la plupart des informations que j'ai lues, elles viennent d'experts, pas de l'administration. Entre 9 et 12 navires par jour parviennent probablement à en sortir. Donc on est passé de 140 à seulement 9 à 12 navires par jour. Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré la semaine dernière qu'il pensait que 15 navires passaient. Et d'autres personnes ont dit qu'elles estimaient que peut-être 20 navires par jour passaient, grâce aux efforts de la marine américaine pour les escorter. Mais la plupart des experts disent que cela a peut-être été le cas un seul jour. En moyenne, ce sont plutôt 9 à 12 navires qui passent. Réfléchissez-y. S'il y avait 130 navires le 27 février, et qu'aujourd'hui seuls 9 à 12 navires passent, selon des experts extérieurs à l'administration, cela montre que nous sommes dans une situation très difficile. Et d'ailleurs, je regardais le nombre de navires qui passaient lorsque le protocole d'accord a été signé et que le détroit a réellement été rouvert. Et si mes souvenirs sont exacts, ce chiffre était d'environ 40 navires par jour. Nous étions donc encore loin des 130 navires par jour. Et tout cela montre que nous avons un véritable problème. Ce problème a toutefois été atténué par plusieurs facteurs. En ce qui concerne le Golfe, le facteur déterminant, c'est qu'il existe en Arabie Saoudite un oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge. Il y a aussi aux Émirats Arabes Unis un oléoduc qui va jusqu'à un port de la mer d'Oman appelé Fujairah, et une quantité assez importante de pétrole a pu sortir du Golfe sans passer par le détroit d'Ormuz, mais en empruntant l'oléoduc saoudien et celui des Émirats Arabes Unis. Mais maintenant que les Houthis ont largement interrompu le transport maritime saoudien en provenance de la mer Rouge, tout ce pétrole saoudien qui était détourné par l'oléoduc vers la mer Rouge puis à travers le détroit de Bab el-Mandeb a été considérablement réduit. Donc beaucoup moins de pétrole sort aujourd'hui du Golfe Persique qu'il n'en sortait le 27 février. Il y a d'autres facteurs qui ont compensé cela. La réserve stratégique de pétrole, à laquelle vous faisiez référence, en est un. Mais ce n'est pas un puits sans fond. Et tous les indicateurs montrent qu'on se rapproche assez sérieusement du fond. Et puis, il y a la demande chinoise. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles les prix du pétrole n'ont pas connu une inflation massive, c'est que les Chinois ont considérablement réduit leur demande. Cela a compensé le fait qu'un grand nombre de ces navires ne passent pas par le détroit d'Ormuz. La question, c'est de savoir ce qui va arriver à la demande chinoise à l'avenir. Certains signes, pas beaucoup, mais quelques-uns, indiquent que la demande chinoise de pétrole importé augmente. Et si c'est le cas,
le prix du pétrole va monter. Mais de nombreux facteurs entrent en jeu. Et quand on considère la situation sur le long terme, le tableau n'est pas beau pour les États-Unis. Et c'est évidemment pour cela que le président Trump essaie de mettre fin à cette guerre le plus vite possible. Le président Trump est désespéré. Et s'il est désespéré, c'est parce que cette situation a d'énormes conséquences pour l'avenir de l'économie internationale. Et le président Trump, vous vous souvenez quand il a signé le protocole d'accord, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il se méfiait d'une catastrophe économique. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il ne voulait pas être Herbert Hoover. Eh bien, la situation ne s'est pas améliorée depuis qu'il a signé le protocole d'accord le 17 juin. Et il se trouve toujours dans une situation où il doit être extrêmement prudent, parce que toutes ses forces sont à l'œuvre et poussent l'économie internationale, vers une zone de danger. Et puis en plus de tout ça, il a les élections de mi-mandat qui approchent. Donc je pense qu'il va tout faire pour mettre fin à cette guerre. Et c'est pour ça qu'on a adopté cette politique d'étranglement. Mais encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si ça va marcher ou non. Vous et moi, nous parions que ça ne marchera pas. Et supposons que nous ayons raison. Alors la question à $64 000, c'est que fait ensuite le président Trump? Est-ce qu'il capitule? Est-ce qu'il se met à genoux et lève les bras? C'est difficile à imaginer. Mais s'il ne fait pas ça, où va-t-on à partir de là? Oui, et beaucoup d'informations venant du côté iranien indiquent qu'ils envisagent les choses, et je crois que vous venez de le mentionner, dans des termes plus offensifs. Et on ne sait jamais s'ils vont dire « Bon, on va arriver à un point où on commencera nous aussi à riposter et à frapper. » Il faudra voir comment ça va évoluer. Je voudrais changer de sujet pendant le temps qu'il nous reste, pour passer à l'autre guerre qui pèse aussi sur l'agenda de mi-mandat du président Trump et essayer de comprendre ce qu'il va faire pour nous sortir de ce problème. Je parle bien sûr de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et regardons d'abord où en est le camp ukrainien. Ils viennent de célébrer en grande pompe leur 35e anniversaire et toutes sortes de personnes s'y sont rendues. Andy Burnham était là, l'ancien vice-président Pence était là aussi, et nous allons l'écouter dans un instant. Mais regardons le contexte. Parce que même si Zelensky a tenu des propos très agressifs, très directs, envers les Russes, presque comme s'il était en train de gagner, quand on regarde, je ne sais pas, ce qui se passe dans les airs, je ne pense pas que le camp ukrainien s'en sorte très bien. Ils sont en gros privés de défense aérienne. Ils n'ont pratiquement plus d'intercepteurs PAC-3, Patriot et THAAD. Maintenant, ils utilisent d'autres types de systèmes, certains d'origine allemande, d'autres d'origine française, mais ils n'en ont pas beaucoup, et ainsi de suite. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut continuer à faire la guerre quand, au bout de 4 ans et demi, on en arrive à n'avoir de fait aucune défense aérienne sur sa capitale. Et même sur les lignes de front, on va le voir dans un instant, face notamment aux bombes planantes et à l'artillerie, vous n'avez littéralement aucune défense. La seule chose que vous avez, c'est quelque chose qui s'approche de la parité en matière de drones. Mais quand vous êtes si loin derrière dans toutes les autres catégories, comment pouvez-vous continuer à rester à flot? Eh bien, Danny, je pense que votre analyse est juste, mais vous avez manqué un point très important. La campagne aérienne russe contre Odessa et les autres ports de la mer Noire. Les Russes ont pratiquement fermé tous les ports ukrainiens sur la mer Noire, et l'Ukraine est désormais un pays enclavé. Or, compte tenu de toutes les marchandises agricoles et même industrielles qui transitaient par ces ports, et du fait qu'une grande partie de l'équipement militaire arrivait aussi par là, cela a un impact énorme sur l'économie ukrainienne.
Il est très important de comprendre que l'Ukraine est en train d'être ravagée. Mettons de côté ce qui se passe sur le champ de bataille. C'est un pays qui est en train d'être ravagé. Il a subi des centaines de milliers de morts. Et bien davantage de victimes encore. Ces villes sont détruites, son réseau de transport est détruit, et le pays est en train de devenir enclavé. Cela a d'énormes conséquences économiques, et ces conséquences économiques se feront sentir sur le champ de bataille. La seule chose qui maintient ce pays à flot, d'un point de vue économique, et bien sûr aussi d'un point de vue militaire, c'est toute l'aide que l'Occident apporte à l'Ukraine pour qu'elle puisse continuer à servir de bélier contre la Russie. Mais au final, ce pays plus petit et plus faible, l'Ukraine, est dévasté. Ce qui arrive à l'Ukraine est tout simplement absolument horrible. Voilà pour le tableau général. Mais si l'on regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, il y a tout simplement d'innombrables rapports qui disent, et ce sont davantage des rapports venant du côté ukrainien que du côté russe, que l'Ukraine n'a pas les effectifs nécessaires pour densément tenir la ligne avancée de la zone de combat. Il y a donc de grands trous ou de grandes brèches dans les lignes de front dont les Russes profitent. Et compte tenu du problème d'insoumission à la conscription chez les Ukrainiens et du problème de désertion sans autorisation chez les Ukrainiens, il n'y a aucune chance qu'ils trouvent les effectifs nécessaires pour combler les rangs sur les lignes de front et densément tenir la ligne avancée de la zone de combat. Ça n'arrivera pas. Et si vous ajoutez à cela le fait que, comme vous l'avez dit, quand on regarde l'équilibre des forces en artillerie, qui disposent de bombes planantes et qui n'en disposent pas, et ainsi de suite, il est tout simplement difficile d'imaginer que les Ukrainiens puissent gagner cette guerre sur le champ de bataille. Et ajoutez à cela ce que je disais sur ce qui arrive à l'économie ukrainienne, ainsi que ce que font les Russes avec leur campagne aérienne contre le réseau de transport, et à quel point il est devenu difficile pour les Ukrainiens d'acheminer des forces depuis l'arrière jusqu'aux lignes de front. On pourrait continuer longtemps, puis regarder ce qui se passe concernant le soutien de l'Occident à l'Ukraine. Les États-Unis sont aujourd'hui loin d'être aussi enthousiastes à l'idée d'aider les Ukrainiens qu'ils l'étaient à l'époque de Biden et même au début de l'ère Trump. Nous ne fournissons plus le soutien que nous apportions autrefois. Nous n'avons pas les munitions. Nous n'avons pas les patriotes, comme vous venez de le dire. Et puis regardez les Polonais. Il y a aujourd'hui un grand article dans The Guardian sur le fait que les Polonais se sont retournés contre les Ukrainiens. Quand la guerre a commencé, les Polonais comptaient parmi les soutiens de l'Ukraine, tant sur le plan politique que militaire. Ils leur ont donné beaucoup d'équipements. Les Polonais ont fait volte-face. Il suffit de regarder cet article du Guardian. Et il faut réfléchir à ce que sera, à l'avenir, le soutien européen dans des pays comme la France, une fois que Macron aura quitté ses fonctions en 2027, ou en Allemagne, où l'AfD progresse et où les classes dirigeantes de ces dernières décennies ne semblent pas avoir beaucoup d'avenir. Quand on met tous ces éléments bout à bout, je ne vois pas comment on peut raconter une histoire optimiste dans laquelle l'Ukraine finirait par gagner cette guerre ou même par entraver les Russes de manière significative. Et mon dernier point là-dessus, c'est que tout ce que l'Occident et les Ukrainiens font pour faire monter les enchères face aux Russes ne fait que donner aux Russes davantage d'incitation à prendre plus de territoire et à imposer un accord plus dur. Vous et moi l'avons dit, bien sûr, jusqu'à plus soif, mais pousser l'Ukraine à continuer d'agir comme un bélier et parler d'exclure la Russie du rang des grandes puissances, cela ne va pas aider les Ukrainiens. Cela va rendre une mauvaise situation
permettez-moi de le dire autrement, cela va rendre une situation terrible, bien pire encore. Oui, ce n'est pas seulement une mauvaise situation. Pourtant, en Occident, certains ne semblent toujours pas vouloir reconnaître la réalité dont vous venez de parler. Parce que rien que dans ce bref commentaire que vous venez de faire, toute personne rationnelle dirait « Nous devons demander la paix. Nous devons mettre fin à tout ça aussi vite que possible. Parce que tout ce que nous allons faire, c'est provoquer davantage de victimes, perdre davantage de gens, perdre davantage de territoires, et ainsi de suite. Alors arrêtons l'hémorragie maintenant, parce que sinon, nous serons complètement détruits. » Mais ce n'est pas ce qui se passe. En fait, lors de ce même 35e anniversaire, il n'y avait pas seulement Mike Pence qui faisait quelques remarques. Là, c'est l'Atlantic Council. Ils disent, vous savez ce qu'il faut vraiment faire. Il faut augmenter les dons d'intercepteurs pour combler les lacunes, tout en aidant Kiev à frapper les routes d'approvisionnement, les sites de lancement et les installations de production qui soutiennent la campagne de missiles russes. Autrement dit, ils disent, écoutez, je sais qu'il manque un peu de défense aérienne. Donnons-leur tout le reste de ce qu'on a. Comme ça, on continuera à frapper les sites de lancement et ainsi de suite. Mais j'ai montré cela récemment, et je pense que le contexte est extrêmement important aujourd'hui. Regardons ce dont vous parlez. Ce que la Russie fait, dans le petit cercle rouge qu'est l'Ukraine, depuis environ 3 ans, c'est frapper systématiquement toutes ces mêmes catégories. Et ça n'a toujours pas mis l'Ukraine à genoux. Et maintenant, l'Ukraine, au cours des 2 derniers mois seulement, ils ont commencé à frapper certaines des mêmes catégories en Russie. Mais je ne sais pas, la Russie est un peu plus grande, donc ils doivent répartir ces choses-là. Et l'idée que le petit pays va tenir face à une petite fraction de ces drones et de ces missiles, et que le plus grand va d'une manière ou d'une autre s'effondrer, ça me paraît tout simplement pas très logique. Vous avez tout à fait raison. D'abord, vous savez, dans les archives historiques, on ne trouve pratiquement aucun exemple, voire aucun, de campagnes aériennes à elles seules ayant poussé des pays à capituler. Il faut les vaincre sur le champ de bataille pour que l'autre camp se rende. Et vous l'avez souligné, les Russes frappent l'Ukraine sans relâche depuis très très longtemps. Depuis le début de la guerre, ils lui infligent des attaques aériennes dévastatrices. Et s'il y a une chose qui a évolué, c'est que l'intensité et le nombre de ces attaques n'ont fait qu'augmenter avec le temps. Et cela n'a pas poussé l'Ukraine à se rendre. Pourquoi est-ce que quelqu'un penserait qu'une campagne aérienne ukrainienne, fondée principalement sur des drones, pas sur des missiles balistiques, pas sur des bombes planantes, principalement sur des drones et certes sur quelques missiles de croisière, mais surtout sur des drones, va amener les Russes à se rendre ou créer une situation où la population se soulève et renverse Poutine. Je pense que l'idée de base ici, c'est que la population russe est faible. Elle n'aime pas cette guerre. Elle est mécontente de Poutine. Il suffirait de bien leur faire comprendre ça. Ils se révolteront, Poutine partira. Et puis bien sûr, son remplaçant sera un gentil petit chat. Oui, oui. Je veux dire, si Poutine a un successeur, ce ne sera pas un gentil petit chat. Ce sera quelqu'un qui pensait que Poutine était un gentil petit chat et qu'il est temps de vraiment monter les enchères. Bien sûr, ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est justement de vraiment monter les enchères. Je voudrais ajouter un autre point là-dessus, Danny. Je soupçonne depuis longtemps, et je ne suis pas sûr à 100% d'avoir raison, mais je pense que j'ai raison, que la bataille entre Syrski et le ministre de la Défense, lorsque Zelensky a limogé le ministre de la Défense, puis s'est vu contraint de limoger Syrski, n'était pas tant une bataille motivée par des différences de personnalité. Ça a peut-être été le cas.
personality differences. That may have been true. I think that what happened was that Je pense que ce qui s'est passé, c'est que le ministre de la Défense, comment s'appelait-il? Fedorov? Fedorov tenait beaucoup à consacrer d'importantes ressources précieuses à la campagne de drones. Et Fedorov pensait que cela allait permettre d'obtenir la victoire. Syrski, lui, estimait que le plus important était de gagner sur le champ de bataille, ou au moins de bloquer les Russes sur le champ de bataille. Retirer des ressources précieuses du champ de bataille pour la guerre des drones n'avait donc pas de sens. Mais Fedorov, je pense, soutenu par beaucoup de gens en Occident, aimait vraiment cette idée de produire toutes sortes de vidéos montrant ces drones faire exploser telle ou telle cible à l'intérieur de la Russie. Et finalement, la situation a éclaté. Syrski l'a emporté face à Zelensky, et Zelensky a limogé Fedorov. Et je pense que c'est parce que la campagne de drones n'a finalement pas fonctionné. Syrski estimait qu'ils étaient dans une situation plus difficile que jamais sur la ligne de front. Et bien sûr, Zelensky a alors été contraint de limoger Syrski. Je ne peux pas dire non plus que je sois sûr à 100% de ce jugement, mais je pense en réalité que Syrski était un général plutôt compétent, voire très compétent. Compte tenu des cartes qu'il avait en main, ce n'était pas un jeu favorable. Il a très bien réussi à entraver les offensives russes. Il ne les a pas arrêtées, il les a seulement ralenties. Et les Russes n'ont en aucun cas réalisé de grands progrès. Et je pense qu'une grande partie de cela tient au fait que Syrski était un général très compétent. Mais enfin, il est parti maintenant. Et ils ont consacré toutes ces précieuses ressources à cette campagne aérienne. Si j'avais été aux commandes en Ukraine, j'aurais accordé très peu d'importance à la campagne de drones, à longue portée. Je me serais concentré sur la fabrication de drones destinés à être utilisés sur les lignes de front. Et j'aurais fait tout ce que je pouvais pour renforcer les forces de première ligne. Tout cela dans le but de ralentir l'offensive russe et de convaincre ainsi les Russes de venir à la table des négociations. Je ne dis pas que cela aurait marché. Je pense simplement que les chances de succès auraient été plus grandes de cette façon. Qu'en pensez-vous? Oui, vous savez, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Parce qu'au fond, c'est « de quelle manière voulez-vous mourir plus lentement ?» C'est un peu là où nous en sommes. Donc, dans cet argument que vous avez exposé, le tableau est le suivant. Quoi que vous fassiez, c'est impossible à gagner. Vous pouvez le faire plus lentement, ou alors, je ne sais pas plus lentement. Mais il y a un autre problème qui vient s'ajouter. J'ai évoqué la situation du 35e anniversaire, où Andy Burnham a déclaré qu'il soutenait l'Ukraine à 100% et qu'il allait remercier l'Ukraine. Il a vraiment pris le temps d'expliquer à quel point nous vous apprécions. Vous êtes en première ligne. Donc il renforce Zelensky. Oui, continuez tous à vous battre. Et le vice-président Pence, l'ancien vice-président Pence, était également là. Lui aussi a fait beaucoup de déclarations très positives et optimistes. Ils viennent de commémorer les 35 ans de la chute de l'Union soviétique. Depuis, ils ont soutenu et défendu leur liberté chaque jour. Ils ne renonceront jamais à leur liberté. Le véritable défi, désormais, ce sont ces missiles balistiques que la Russie commence à tirer. Je pense que c'est la preuve de son désespoir. Le président Zelensky et l'armée ukrainienne ont changé la nature de la guerre grâce à leur technologie de drone, en portant les attaques jusqu'à Moscou et en coulant des navires en mer Noire. Mais face à ces missiles balistiques russes à trajectoire très arquée, ils vont avoir besoin d'intercepteurs, qu'il s'agisse de Patriotes, de THAAD ou d'autres systèmes, pour passer l'hiver. Le moment est venu pour l'Amérique et nos alliés dans l'ensemble du monde libre de s'assurer qu'ils les aient. Pourquoi est-ce à nous de veiller à ce qu'ils les aient, alors que nous n'en avons déjà plus assez, même pour en donner à l'Ukraine?
Nous n'en avons même pas assez pour notre guerre avec l'Iran, si jamais elle devait reprendre de plus belle. Enfin, que pensez-vous de ce genre de déclaration de la part d'Andy Burnham comme de Pence? Ils disent « oui, il faut simplement », et l'Atlantic Council aussi, celui qui est là, dit « oui, accélérons les dons d'intercepteurs pour combler les lacunes ». Où est-ce que tout cela nous mène? Et quel intérêt avons-nous à vider nos stocks de ces missiles importants? Même s'ils ne sont pas très efficaces, ils ont quand même une certaine capacité. Pourquoi voudrions-nous faire ça? Eh bien, nous ne voulons pas le faire et nous ne le ferons pas. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous vous souvenez quand nous parlions de la guerre contre l'Iran et de l'équilibre de la coercition militaire? Les États-Unis ne veulent clairement pas repasser à l'offensive sur le plan militaire parce que nous n'avons pas les armements nécessaires. Nous avons épuisé une grande partie de nos précieuses munitions, y compris les Patriot, les missiles PAC-3. Donc, les précieuses munitions qu'il nous reste, qu'il s'agisse des PAC-3 ou d'autres systèmes, je veux dire les Patriot, les THAAD et les PAC-3, nous allons les donner à l'Ukraine. Ce n'est tout simplement pas envisageable. Je ne sais pas de quoi Pence parle quand il dit que les Russes commencent à lancer des missiles balistiques contre l'Ukraine. Il commence? Il est sérieux? Ce n'est pas un début. Et nous n'avons pas que toi alors fournant. Et puis, même si on leur donne des PAC-3, comme on en a déjà parlé dans cette émission, ces systèmes ne sont pas très efficaces. L'idée qu'il s'agirait d'une sorte d'arme magique capable de mettre fin à la campagne russe de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones n'est pas un argument sérieux. Donc je suis d'accord avec vous et avec ce que vous disiez tout à l'heure, Danny. Quoi que fassent les Ukrainiens, ils sont condamnés. Alors, mais voici ce qui me laisse perplexe. Si nous ne sommes pas, si vous avez raison, et que nous n'allons pas leur fournir cet afflux de missiles patriotes, de systèmes THAAD et de tout le reste, parce que nous ne les avons pas, et que ce que nous avons, nous n'allons certainement pas le leur donner. Si nous n'allons pas faire ça, alors pourquoi Pence dit-il cela? Pourquoi Burnham dit-il cela? Pourquoi l'Atlantic Council dit-il cela? Eh bien, ils savent que nous n'allons pas le faire. Et vous savez que, comme je l'ai mis dans ce premier titre, je crois plutôt ici, la défense aérienne. En gros, les villes sont tout simplement sans défense au même moment. Pourtant, Pence a dit que c'était un signe de désespoir. Pendant ce temps, les Russes développent et accélèrent leur production de ces missiles. Non seulement ils ne sont pas en train d'en manquer, mais ils en produisent désormais encore davantage. Donc l'équilibre continue simplement de pencher au détriment de l'Ukraine. Pourquoi continuons-nous à parler comme ça, alors que ça ne peut pas marcher et que ça ne fera rien, sauf de la manière dont vous avez dit que ça le ferait? Eh bien, je pense que le fond du problème, Danny, c'est que le débat aux États-Unis sur les questions de sécurité nationale, et cela inclut bien sûr la guerre contre l'Iran et la guerre en Ukraine, est en grande partie déconnecté de la réalité. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je veux dire, l'un des sujets de discussion récurrents que toi et moi abordons dans l'émission, c'est précisément cette question. Comment nos élites, qu'il s'agisse des élites dirigeantes, des gens dans les médias ou des analystes en politique publique, peuvent-elles dire des choses qui n'ont que très peu de rapport avec la réalité, qui ne correspondent ni aux faits ni à la logique? Comment est-ce possible? C'est une question que tu me poses constamment. Et c'est difficile d'y répondre parce qu'on se demande simplement, mais à quoi pensent ces gens? Ce qu'ils disent ne colle pas avec la réalité. Je veux dire, de quoi parle Pence quand il dit qu'on devrait donner davantage de missiles PAC-3 aux Ukrainiens? Il sait qu'on n'en a pas à donner, mais il le dit quand même. Oui, et c'est juste que
Je continue de poser la question parce que j'espère toujours me dire, bon, il y a peut-être un élément auquel je n'ai pas pensé, il y a peut-être un raisonnement rationnel qui se dessine, même de façon détournée, mais il n'y en a toujours pas. Alors j'ai du mal à comprendre comment ces gens prétendument intelligents continuent de dire des choses aussi peu intelligentes. Mais voilà où on en est. Laissez-moi vous montrer qui ne parle pas comme ça, le camp russe. D'abord, regardez, ils ont mené quelques nouvelles offensives dans la zone de Sumy. C'est dans le nord de l'Ukraine. Ils ont donc étendu leurs opérations offensives dans cette région. Ils cherchent désormais à couper certaines lignes de ravitaillement. Et ces nouvelles flèches rouges indiquent le nouvel axe d'attaque que la Russie ouvre dans cette zone. Pendant ce temps, les Ukrainiens ont tenté quelques contre-attaques dans la région de Liman. Mais comme toutes les autres contre-attaques, elles se sont essoufflées. Donc, quoi qu'ils puissent réussir à obtenir pendant un temps, ils perdent davantage d'hommes dans la tentative. Les Russes tiennent alors immédiatement la position, puis repartent de l'avant. Il y a aussi de nouveaux mouvements à Zaporizhia, dans le sud, où ils continuent également leurs opérations offensives. Et sur toute la ligne de contact, même s'il n'y a pas eu beaucoup de territoire gagné, les missiles, les drones et l'artillerie continuent de pulvériser un certain nombre de cibles ukrainiennes. J'ai vu hier encore une analyse détaillée montrant que 97% de toutes les pertes dans cette guerre, des deux côtés de la ligne, ne se situent pas au point de contact, mais loin de celui-ci, dans la zone grise. La Russie n'a donc même pas besoin de prendre beaucoup de territoire pour infliger malgré tout ces pertes énormes, grâce à sa supériorité de feu. Tout cela est lié. Et les Russes n'ont pas peur de dire ouvertement ce qu'ils vont faire. Voici l'ambassadeur russe Nebenzia au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que c'était hier, ou peut-être avant-hier. Il a exposé très clairement et ouvertement quels étaient leurs objectifs. Nous continuons à réduire méthodiquement le potentiel militaire du régime de Kiev. Du 15 au 21 août, une frappe massive et 9 frappes groupées ont été menées à l'aide d'armes de haute précision et de drones d'attaque contre des infrastructures militaires. Sur la même période, 14 navires de mer utilisés dans l'intérêt de l'armée ukrainienne ont été touchés, dont 2 pétroliers, 10 vraquiers et 2 patrouilleurs. Ne vous y trompez pas, et ne trompez pas les autres. Des armes occidentales sont acheminées vers les ports ukrainiens à bord de navires prétendument civils, sous couvert de cargaisons commerciales. Ce sont les installations portuaires utilisées pour recevoir et stocker les cargaisons militaires et le carburant qui ont été mises hors service. Voilà la réalité que Kiev préfère ignorer. L'armée russe progresse au sol, tout en privant simultanément l'armée ukrainienne des moyens de s'approvisionner, de produire des armes et de poursuivre les hostilités. Je veux dire, est-ce qu'il débite juste des absurdités, ou est-ce qu'il raconte un tas de choses qui ne sont pas vraies, ou est-ce que c'est une version de la réalité? Non, je pense que ce qu'il a dit est fondamentalement juste, et cela rejoint le point que je soulevais plus tôt dans l'émission à propos de nos attaques contre les ports situés le long de la mer Noire, les ports ukrainiens de la mer Noire. Et comme je l'ai souligné, cela a rendu très difficile l'acheminement vers les marchés mondiaux des produits agricoles et industriels fabriqués en Ukraine. Car environ plus de 90% des produits agricoles ukrainiens passent par la mer Noire, et entre 70 et 75% de leurs produits industriels et agricoles, pris ensemble, passent par les ports de la mer Noire. On ne peut pas sous-estimer l'importance des ports de la mer Noire pour l'économie ukrainienne. Et encore une fois, l'économie ukrainienne soutient en grande partie l'effort de guerre. À cela s'ajoute, et c'est ce dont parlait l'ambassadeur, que les armes arrivent en Ukraine par la mer Noire.
on peut acheminer beaucoup d'armements par cargo. Or, ces cargos qui transportent des armes ne peuvent plus utiliser les ports de la mer Noire. Là encore, les Russes ont fait de l'Ukraine un pays enclavé. Et cela a d'énormes conséquences économiques et militaires. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, les Russes détruisent les réseaux de transport, les réseaux énergétiques, et ainsi de suite à l'intérieur de l'Ukraine. Ils ont délibérément pris pour cible, par exemple, des stations-service dans l'est du pays, ce qui rend très difficile la circulation des voitures et des camions sur les routes d'un point A à un point B. Le fait est que, si l'on regarde l'équilibre des forces aériennes, les Russes disposent d'un avantage écrasant en matière de missiles balistiques, de missiles de croisière, de bombes planantes et, je crois, même de drones. Sur ce dernier point, ils n'ont pas un avantage écrasant, mais ils ont un avantage. Dans les autres domaines, les missiles balistiques, les missiles de croisière et évidemment les bombes planantes, ils ont un avantage écrasant. Et ils ont utilisé ces armes à leur avantage, surtout depuis juillet de cette année. C'est à ce moment-là qu'ils se sont attaqués au site d'Odessa, au port d'Odessa, ainsi qu'aux autres ports le long de la mer Noire. Alors, pour conclure cette partie, combien de temps peut-on continuer avec cette fiction? Combien de temps peut-on continuer à dire des absurdités comme celles que je viens de vous montrer? Et si je vous avais montré celui d'Andy Burnham, enfin, vous auriez cru que lui et Zelensky étaient en tête de toutes ces catégories alors qu'ils sont en bas du classement. Mais combien de temps cette fiction peut-elle durer avant que la réalité ne finisse par s'imposer? Eh bien, il faut se rappeler que nous en sommes maintenant à la 5e année de la guerre en Ukraine. Et du point de vue ukrainien, on aurait pu raconter une histoire positive pendant, disons, les 2 premières années de la guerre. Mais je dirais que, depuis les 2 dernières années et demie, il était clair que les Ukrainiens étaient condamnés. Pourtant, depuis 2 ans et demi, nous avons continué à raconter ces histoires selon lesquelles l'Ukraine entrave les Russes, ou les bat réellement. Et je pense que rien ne nous empêche de continuer à raconter ces histoires jusqu'au jour où l'Ukraine perdra clairement sur le champ de bataille. Comme je le dis depuis longtemps, et je sais que vous êtes d'accord avec cela, cette guerre se réglera sur le champ de bataille. Et il viendra un moment où il sera clair que l'Ukraine a perdu. Il y aura un armistice et un conflit gelé. Et à ce moment-là, il sera impossible de continuer à raconter ces histoires à dormir debout. Mais je pense que tant que ce moment ne sera pas arrivé, les gens continueront d'avancer ces arguments sur le fait que l'Ukraine se porte si bien. D'ailleurs, Danny, si vous comparez la guerre en Ukraine à la guerre avec l'Iran, je pense que s'agissant de l'Iran lui-même, la plupart des analystes et des décideurs politiques comprennent que nous avons perdu en Iran. Le débat sur l'Iran à l'heure actuelle est, je pense, bien plus rationnel que le débat sur l'Ukraine. Nous continuons à soutenir, et les Européens continuent à soutenir, ou peut-être les élites occidentales plus généralement, que l'Ukraine peut tenir, et que les Russes ne s'en sortent pas très bien. Et que si nous faisons simplement ceci, cela et cela, vous savez, si nous leur donnons des PAC-3 ou autre chose du même genre, tout finira par mieux tourner que la plupart des gens ne l'imaginent. Certainement bien mieux que ne le pensent des pessimistes comme vous et moi. On entend encore beaucoup ce discours à propos de l'Ukraine. Mais concernant l'Iran, je pense que les gens comprennent que nous sommes dans une très mauvaise situation et que l'autre camp, les Iraniens, a l'avantage. Je veux dire, je pense que la plupart des gens reconnaissent qu'il ne nous reste plus aucune option militaire. C'est terminé. Et qu'on en est maintenant à cette campagne d'asphyxie. Et comme je l'ai dit auparavant, si vous regardez les médias,
Il y a très peu de gens dans les médias, pratiquement personne dans l'espace public, qui défendent l'idée que ça va marcher. Et cela inclut beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui en savent plus que vous et moi sur les blocus, notamment sur leurs effets sur l'économie d'un État. Donc je pense qu'il y a simplement beaucoup plus de réalisme avec un petit R vis-à-vis de l'Iran qu'il n'y en a concernant l'Ukraine. Vous savez, c'est assez ironique que Bessant ait déclaré dans ses commentaires que tout cela visait à asphyxier le régime iranien. Et avec le temps, il se pourrait bien que nous nous soyons asphyxiés nous-mêmes financièrement en essayant d'imposer ces mesures. Mais comme pour toutes ces choses-là, je suppose qu'on va continuer à regarder et à voir où cela mène. Mais comme toujours, nous vous sommes très reconnaissants d'apporter au moins un peu de réalité dans toute cette fiction, parce qu'il nous en faut beaucoup plus. Le réalisme offensif, avec un grand R en l'occurrence. Voici la chaîne YouTube de John, où il publie des interventions toutes les semaines environ. Et il a aussi un Substack. Vous pouvez voir ces deux éléments. Suivez John, Offensive Realism. J'adore ça. Merci beaucoup, John. Nous aurons plaisir à vous retrouver la prochaine fois. Avec plaisir, Danny. Et moi aussi, j'ai hâte d'y être. Et vous nous retrouverez cet après-midi à 14h. Matt O sera de retour avec nous aujourd'hui et il nous fera part de ses observations sur certains de ces sujets clés que nous voyons. La guerre contre l'Iran, les États-Unis évincés des négociations. Que se passe-t-il? Revenez retrouver Matthew O à ce moment-là. À tout à l'heure dans le Daniel Davis Deep Dive. Matthew Ho then. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.